On pourrait même commencer par cela. Écoutez la voix, le visage. On commence ou on termine de Gwenaël Bolloré, qui était donc présent dans ce commando Kiefer et qui rappelle peut-être pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Gwenaël Bolloré. C'était en 1969, je crois, et il racontait ce 6 juin 1944. Ce qui est toujours saisissant quand ces hommes racontent, ils ont fait l'histoire et ils disent nous ne nous en rendions peut-être pas compte, nous n'avons fait que notre devoir. Et Achille Muller, qu'on entendra tout à l'heure, la première chose, c'est la première chose qu'il a faite quand il est allé sur le sol de France, il était dans sa Jeep, il est descendu, il a embrassé le sol de France. Et c'est ce qu'il racontait tout à l'heure. Mais je crois que chez ces gens-là, il y avait une sorte de fougue, le désir d'une libération. Dans le cas de Gwenaël Bolloré, ce qui est bouleversant, c'est que dès l'âge de 14 ans, dans le petit village d'Audet qui est à côté de Quimper, quand il a vu les Allemands, il n'était que quelques-uns, s'emparer de la ville sans qu'il y ait la moindre résistance, il a été offusqué. Ça ne correspondait pas à ses valeurs. Ça correspondait pas au sens de l'honneur qui l'avait toujours animé, à ce qu'il avait entendu de sa famille, de ce qui s'était passé durant la guerre de 14. Comment ça, on avait gagné la liberté et on la laissait comme ça vous échapper. Ce n'était pas possible. 14 ans. Il regagne le collège à Paris et là, il n'y a qu'une obsession. Comment entrer dans la résistance? Alors, il fouine, mais il y a une suspicion légitime. Ceux qui sont dans la clandestinité n'acceptent pas de parler aussi facilement. Ils passent des uns aux autres. Et puis il y a son cousin, ils seront deux Bolloré, qui débarqueront le 6 juin 1944. Son cousin, il arrive d'Afrique du Nord. Il était déjà dans l'armée, il s'est évadé. Et il lui dit, mais comment entrer en contact avec les résistants? Il y a un contact qui s'effectue. Et c'est ainsi que il pourra envisager de gagner Londres. Reste qu'il manque quoi? Eh bien, le bateau pour gagner les côtes anglaises. Car il y en a bien quelques-uns qui sont programmés, mais ils sont déjà complets. Alors, il demande, c'est un garçon qui a la chance d'avoir un cheval personnel pour ses loisirs, il demande à l'un des gardes de la propriété de vendre son cheval pour acheter un bateau. Et ce bateau s'appelle « S'ils te mordent ». C'est une sorte de barcasse, quelque chose qui est en décrépitude qu'il fait réparer. Et les voilà qui partent à neuf. À Londres, ils sont placés en observation. Serait-ce des fantaisies? Non. Ce sont des gens d'enthousiasme, des gens de conviction. Il est trop jeune pour pouvoir s'engager. Il n'a que 17 ans et demi. Ce sera le Benjamin des commandos. 17 ans et demi, comment pouvoir gagner le droit à l'uniforme? Eh bien, il n'y a qu'une arme qui offre cela. C'est la marine. Alors il s'engage et il fait une formation d'infirmier. Et quand il apprend qu'il y a une nouvelle troupe qui est créée par Kiefer, il postule pour pouvoir entrer dans ces commandos d'élite. Alors Kiefer, qui c'est? C'est un garçon qui a 40 ans. Il est né en Haïti. Et Kiefer a eu vent de ce qui se passait, les commandos qui étaient créés par les Britanniques. Il a réussi à obtenir d'avoir son commando de Français. Et là, il recrute effectivement. Et quand on se présente au camp qui est dans les montagnes écossaises, c'est le camp d'Aknakari. Vous arrivez dans le camion, et là, des tombes à n'en plus finir. Et sur chacune, la croix, un nom, et l'erreur qui a conduit à ce destin fatal. En réalité, ce sont des fausses tombes, mais c'est pour créer la terreur, pour que ceux qui sont là volontaires pour l'héroïsme, eh bien, comprennent que ce qu'ils vont vivre, c'est quelque chose de déterminant, mais où leur vie sera en péril. Et les voilà qui vont connaître pendant 3 mois l'horreur
de l'extrême. Tous les risques leur sont proposés, comme par exemple sauter d'un camion à 60 km/h avec le barda, 40 kilos sur le dos. Ce sont des conditions épouvantables. On fait 50 km à la course. Et puis on vous réveille 3 heures plus tard et vous devez vous présenter dans les 10 minutes bien campé pour repartir pour 25 km à la marche. Voilà ce qu'ils endurent pendant 3 mois. Ce qui fait que lorsqu'ils sont enfin conduits dans le camp barbelé où on attend le débarquement, ils sont dans une sorte de sérénité. C'est ce que nous disait tout à l'heure Gwenaël Bolloré. Maintenant, il a 18 ans. Il sait que dans les jours qui viennent, sa vie sera en péril. Et pour autant, il a ce calme incroyable, comme les camarades. En attendant, il y a les briefings et on regarde les cartes. Il n'y a pas un seul nom. Ce sont des documents qui sont pris au fur et à mesure par les avions de reconnaissance. Et puis, il y a 2 Normands qui remarquent « Mais là, c'est Ouistreham, c'est à Ouistreham qu'on va descendre. » Et ce sera le casino de Ouistreham qui est maintenant devenu un bunker de 17 mètres de haut. C'est cela qu'il faudra conquérir pour pouvoir enfin s'ancrer sur les plages. Lorsque, à 17h le 5 juin, on les appelle au commandement, les voilà qui gagneront ensuite les bateaux, entassés, avec ce barda, et lui, sa trousse d'infirmier. La houle est là qui les secoue, certains, malheureusement, ont le mal de mer. Comment tenir dans ces conditions? On est dans la cale, pas la moindre information, les effluves d'essence, et puis soudain, le calme absolu, le silence. Les moteurs se sont tus. Que se passe-t-il? Et puis, un véritable tintamarre d'apocalypse, ça tonne de partout. 5000 bateaux, les 5000 destroyers, les 5000 cuirassés qui sont là face à la mer, face à la côte, viennent d'engager les tirs. Il y aura la réplique des Allemands et c'est au milieu de tout ça qu'on vous donne l'ordre de descendre de la barge. On attend. Elle glisse quand les moteurs sont repartis. On ne s'entend plus. Il a placé dans son sac un petit pingouin en peluche. C'est sa mascotte. Chacun a son petit truc. Et pour autant, on bruise d'impatience. On a aperçu la côte. Et puis soudain, toc, le choc. On vient de toucher le sable. Et là, de chaque côté, il y a les échelles. On se bouscule dans une sorte de discipline néanmoins. Et on a de l'eau jusqu'au-dessus de la poitrine. L'arme, bien évidemment, brandie pour ne pas la mouiller. Et on dérape. Surtout ne pas glisser. Car si vous glissez, vous vous noyez. Il y a les copains qui tombent, il y a les éclats de mortier qui en fauchent quelques-uns. Et dans sa tête, qu'une obsession. Arriver. Et puis, on émerge, on est enfin sur le sable. Courir, les copains qui tombent, on ne s'en occupe pas. Même lui, l'infirmier, c'est la consigne. Il faut gagner le haut de la dune. Et quand on est devant celle-ci, les barbelés. Et c'est son cousin, Marc Toubé, qui prend la pince et qui ferait le passage. Et là, à ses côtés, soudain, il aperçoit qui? Le commandant Kiefer. Il est tombé, touché par les balles. Alors lui, le gamin de 18 ans, se retrouve à soigner son chef. Un vague pansement après avoir enlevé les éclats, la dose de morphine. Bonne chance, mon commandant, et on cavale dans les rues de Ouistreham. Ça tire de partout, il y a les snipers, les copains qui tombent, et il finit par rejoindre le capitaine Lion, qui sait dissimuler. Le capitaine Lion, c'est le médecin-chef. Il est à son service. Il s'est dissimulé dans un trou de bombe. Ça canarde. Il y a les copains à sauver. Et puis, il y en a un qui tombe à côté d'eux. Le capitaine encourage Gwenaël à l'aider pour le secourir. On lui dit « Mais tu vas te faire tuer !» On s'en fout.
il faut sauver l'ami. Et là, un éclat, c'est le commandant, c'est le capitaine, le lion qui vient de s'effondrer. Gwenaël a entendu la balle siffler miraculeusement. Il n'est pas touché. C'est lui qui devient l'homme des secours, l'homme qui peut permettre à certains de croire en leur avenir. Et on court dans les rues de Ouistreham. Il y a un premier char, on s'abrite, et le voilà devant le casino, la canarde de nouveau, et puis un autre char, c'est Kiefer. Kiefer qui a réussi à prendre une place dans l'un de ces engins insubmersibles et qui, oubliant sa blessure, veut commander ses hommes. Ça dure des heures, et il faut gagner le pont de Bénouville, où les paras les ont devancés. À un moment, après ces heures exténuantes où les uns et les autres ont disparu, où enfin on aperçoit la possibilité d'un court répit, il y a une maison. Et les gens qui les applaudissent, on offre une bolée de cidre et il y a un enfant qui braille. Forcément, dans ce tintamarre, petit marmot, il est là dans la terreur. Et Gwenaël prend son petit pingouin, offre sa mascotte, ce qui calme l'enfant, et ils repartent pour une aventure qui va durer des mois, qui les conduira jusqu'en Hollande. Et l'oncle de Vincent Bolloré, et il y avait deux oncles d'ailleurs, c'est ce que rappelle Vincent Bolloré. Marc Toubé, donc, qui était avec lui. Ouais. Dans cette préface. Il vient de se passer quelque chose de tout à fait extraordinaire dans cette émission. Record, puisque... Record absolu. Oui. Puisque... Depuis 3 ans, record absolu, je pense qu'Olivier pourra aller dans mon sens. Oui, jamais quelqu'un n'a parlé aussi longtemps dans cette émission sans être coupé. Mais c'est même pas un record absolu, parce que c'est-à-dire que normalement, c'est même pas 30 secondes. Là, on a fait 10 minutes. Donc, je sais pas si vous voyez, mais par rapport à la durée... D'abord, mais ça valait le coup. Non, mais ce qui est vrai, c'est que il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Je trouve que... moi, je le fais que le répéter. Je parle beaucoup aux jeunes gens. Je leur dis, est-ce que vous êtes émus comme nous sommes émus? Parce que nous, c'est aussi nos parents et nos grands-parents. Nos parents étaient enfants, généralement. Hein, et puis nos grands-parents ont vécu cette période-là. Bon. Et je parlais du jour le plus long, qui est formidable, etc. Donc, je ne sais pas si les uns et les autres, je ne sais pas, Philippe Bilger, si vous êtes frappés des témoignages. Et on va écouter, par exemple, un vétéran. Les vétérans, il y en a un qui se marie aussi. C'est aujourd'hui, il a 100 ans. Il va se marier avec une femme de 96 ans. Bon, il y a quelque chose quand même d'irréel. Et puis je vous dis, c'est la dernière fois pour une année en 4 qu'on célèbre où ces gens sont encore vivants. Ils ont 100 ans. Oui, d'abord, si vous le permettez, Pascal, quel talent à Marc Menin. Une fois que je l'ai dit, je suis frappé tout de même. Cette épopée admirable de courage, de risque et surtout, ce qui est extraordinaire de mon point de vue, moi qui n'ai jamais de courage rétrospectif, et c'est l'absolue résolution de ce jeune homme. À aucun moment il n'hésite. Il sait où est son devoir, son honneur, et il y va. Je trouve ça admirable. On dirait sur le mot honneur plus que devoir. C'est ça qu'il compte. Sur les 177 personnes, combien vont mourir les premières heures du débarquement? Alors, il y en a 3 qui meurent dès la plage. Il y en a une 20aine qui sont blessés. Et vous en aurez 80 qui seront en pleine santé, je dirais, à la fin de la bataille de Normandie. Et Gwenaël, qui, bien qu'ayant offert sa mascotte, n'a pas eu à subir le moindre éclat de balle, alors qu'il était souvent exposé, puisqu'il soignait les autres et qu'il ne pouvait même pas se défendre. Bon, il a une vie particulière, il est océanographe, éditeur, industriel, et notamment, il était éditeur, il avait pas fondé d'ailleurs, mais la table ronde. Et j'ai eu la chance d'être édité par Gwenaël Bolloré. C'était mon 4e roman, ça s'appelait Un homme honorable. Et je peux vous dire que c'était un sacré bonhomme qui recevait dans sa cour rue du Bac. Il avait un petit bureau dans la cour rue du Bac. Il disait « Môme, assieds-toi ». Il vous offrait un verre. Non, mais c'est vrai que la table ronde, c'est une édition particulière dans l'édition française. C'est de là qu'ont émergé les fameux hussards, dont Antoine Blondin
Donc c'est un éditeur particulier. Léon Gauthier nous a quittés il y a à peine quelques mois. Il était là le 6 juin de l'année dernière. Je couvrais l'événement l'année dernière. Il était encore là, Léon Gauthier, le 6 juin. Alors Lui dans le livre, le dernier escapé. Gwenaël évoque Léon Gauthier. Car lorsqu'ils sont dans Ouistreham, au moment où ils sont sur le bord du trou de bombe, il y a, dans une masure, l'aumônier qui les accompagne, qui est en train de bénir les Écossais, et il bénit aussi Léon Gauthier, qui lui dira « C'était ma première communion ». J'étais tout à l'heure avec Achille Muller. Je vous assure, on était en régie, les gens pleuraient. En tout cas, ils avaient la larme à l'œil. Moi, à la fin de l'interview, on a fait un quart d'heure avec lui. Voilà un homme qui a 99 ans, qui a, je le disais tout à l'heure, embrassé le sol de France. On embrasse physiquement le sol de France. C'est plus difficile pour les valeurs républicaines de les embrasser. Mais le sol de France, on peut l'embrasser. Et cet homme qui a 90 ans, qui est dans une forme formidable, d'ailleurs intellectuellement, qui dit je marche plus difficilement, qui fait des conférences partout, ce qu'il a raconté pendant 20 minutes est un témoignage mais bouleversant. Et je vous propose d'en écouter quelques secondes. Pour nous, c'était enfin, nous sommes sur le sol de France et nous allons libérer notre pays. C'est un sentiment extraordinaire. À 17 ans, vous viviez à Forbach, en Moselle, en territoire annexé par les Allemands, et c'est hors de question pour vous de servir l'armée allemande à votre majorité. Vous voulez rester français, quitte à traverser 4 frontières, et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que j'ai fait, sans me faire prendre. Je suis le seul à avoir réussi à traverser l'Espagne sans me faire prendre. Et le général de Gaulle demande à vous rencontrer. Et ça a été fait, oui. Oui, parce que tout le monde disait que j'étais un déserteur de l'armée allemande. J'ai eu beau leur dire que je suis un insoumis, mais pas un déserteur. Mais pour eux, c'était la même chose. Et le général de Gaulle, ça l'intégrait aussi. Alors il m'a reçu. J'ai eu l'impression que c'était un homme qui pensait à autre chose que les problèmes militaires, parce qu'il préparait le retour de l'autorité française en France. Il préparait les préfets, tous les circuits pour diriger la France, alors que les Américains avaient envisagé d'y mettre un gouvernement militaire. Ils avaient d'ailleurs imprimé des faux billets français que De Gaulle leur a reproché. Je vous propose peut-être de l'écouter une deuxième fois, Achille Muller, tellement son témoignage est saisissant, et vous avez vu la qualité de la voix, la qualité de l'esprit. Ouais. Moi, vraiment, alors, on a dit qu'on allait le recevoir. Là, il est parti sur les cérémonies. On pouvait pas le recevoir en direct. De la même manière, il était avec Emmanuel Macron hier, qui savait tout, nous disait-il, de son parcours. Mais c'est sûr, on va le recevoir assez longuement, ou la semaine prochaine, ou dans quelques jours. Écoutez une deuxième fois. Quand est-ce que vous, précisément, vous touchez le sol de France, Monsieur Muller ? Eh bien, le 4 août, parce que je faisais partie de l'escadron de jeeps armés. Et nous étions les cavaliers du bataillon. Et les cavaliers sont partis les derniers, ce qui pour nous était très, très dommageable. Mais le colonel nous a dit ensuite qu'il aurait été impossible de circuler en Bretagne avec une jeep armée. Parce que les forêts à pied, ça c'est très bien, mais avec les jeeps, à partir du moment où nous étions sur des routes ou des chemins forestiers, les Allemands les contrôlaient. Donc il fallait attendre que le plus gros soit fait avant qu'on ne nous largue par planeur. Et quel est le premier geste que vous avez fait lorsque vous êtes revenu sur le sol de France ? Je sais que vous le savez. Alors j'ai sauté de ma jeep et j'ai embrassé le sol de France. Et je vous garantis que j'étais ému. J'ai fait mon devoir. C'est ce que je dis aux élèves de Couët-Quidan, c'est ce que je dis à tout le monde. Je n'ai fait que mon devoir. Mais vous... Et j'ai réussi à en sortir vivant, c'est ça qui est curieux. Quand je vois tous ces camarades que nous avons laissés en chemin, et je suis toujours vivant. Nous nous téléphonions, les anciens, vers le 1er de l'an chaque année, et on se disait lequel de nous sera le dernier des Mohicans. Eh bien, vous avez au bout du fil le dernier des Mohicans. J'ai réussi à en sortir vivant, c'est ça qui est curieux. Ouais. Cette phrase est extraordinaire. J'ai réussi à en sortir vivant, c'est ça qui est curieux. On est avec Thomas Hill. Thomas,
Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Bonjour Pascal, les Français parlent au français, les sanglots longs des violons. Thomas, manifestement, c'est Virginie Giraud. Bonjour, chère Virginie. Bonjour Pascal. Mais là, je vous entends pas, malheureusement. Vous ne m'entendez pas? Elle a changé de studio pour une fois, Virginie Giraud. Voilà, je crois qu'on a allumé le micro. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes très belle. Merci beaucoup. Ça vous va très bien. Merci. Ça vous va très bien. Bon, j'imagine le D-Day, évidemment, sur Europe 1. Bien sûr. Merci avec Pascal. Thomas.